Bonjour Koudia, on vous écoute pour 10 minutes. Oui, je vous entends, Gilles. Très bien, on vous écoute pour 10 minutes. À vous Je la vous parole, entends. Koudia. Voilà, je vais. Merci. Voilà, merci Gilles. Merci aux organisateurs de m'avoir associé. Je voudrais juste préciser que j'interviens aussi pour partager des éléments de réflexion issus des recherches en sciences sociales que nous avons dans le cadre de plusieurs projets, le projet CORAF, le projet CORAF MOB, mais également le réseau Sonar et sur ces projets, je travaille avec ma collègue Alice Destiny. Donc, le premier point que je voulais partager avec votre colloque, c'est vraiment parler du cas de l'hydroquine parce que nous avons assisté tous à partir du mois de février, de la fin février, dans la plupart des pays, il y a eu cette diffusion de cette vidéo d'un professeur français qui a vanté les mérites de l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Par contre, et avec tous les effets que ça a eu au niveau mondial, mais par contre, il y a certains effets qui, à mon sens, n'ont pas été suffisamment partagés, notamment sur des différents pays africains tels que le Sénégal, le Bénin, le Burkina et le Cameroun. Nous avons mené des recherches. Donc, il faut savoir que juste quelques jours après la publication de cette vidéo qui a fait le monde, y compris africain, quelques jours après, nous avons mis en place, nous, dans le cadre de ces différents pays, des systèmes de veille et qui a montré que immédiatement après cette vidéo, il y a eu une très forte diffusion, une demande de l'hydroxychloroquine dans le marché formel. Et il faut savoir que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine existait en Afrique depuis très longtemps et ont eu tout ce passé de gloire autour du paludisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste après, dans ce contexte d'incertitude thérapeutique extrêmement compliqué, dans les pays africains, ce qui s'est passé, c'est que immédiatement, l'hydroxychloroquine a été perçue comme ce médicament miracle. Et là, avec un médicament qui était finalement assez connu par les populations africaines, qui était aux effets secondaires qui étaient relativement maîtrisés, peu coûteux, et il a été perçu comme étant susceptible de susciter une certaine alternative thérapeutique. Donc, ce médicament qui existait déjà et qui était parfois utilisé, qui existait surtout dans le marché informel, parce que dans le marché officiel, il avait été retiré du circuit, mais il continue à être utilisé dans le marché informel, notamment les populations les plus pauvres, pour différents usages, y compris parfois pour provoquer des avortements ou différents usages. Mais à ce moment-là, on a eu un afflux de très grande demande autour de ce médicament de l'hydroxychloroquine et immédiatement le secteur informel, le marché de la rue ou le marché des médicaments et encore a mis en place des dispositifs tout à fait informels avec des origines, avec des médicaments venant de toute origine, notamment des pays d'Asie du Sud ou d'Asie ou d'Afrique tels que le Nigeria, qui ont inondé le marché informel de ces médicaments. Et bien sûr, ces médicaments ne répondaient à aucune norme de sécurité ou de régulation, mais ces marchés ont été utilisés par les populations, par même parfois certains professionnels de santé, à des usages préventifs ou curatifs qui ont été, à notre sens, dont les usages et les effets sont très peu connus. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que, donc, je pense que c'est pas efficace général, mais ce qui était différent en Afrique, c'est vraiment cette forte circulation dans le secteur informel de médicaments finalement très peu contrôlés et dont on ne pouvait pas, qui ne respondaient certainement pas aux normes, dont certains ne répondaient pas aux normes. Il faut savoir qu'il y a eu tellement de circulation de ce médicament informel que certaines douanes, que les douanes de certains pays ont averti en disant que est-ce qu'il n'y avait pas un problème de régulation et qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette circulation aussi importante de médicaments Mais le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est vraiment le fait que même lorsque l'OMS a fait une large diffusion en octobre 2021 de recommandations qui déconseillaient cet usage de l'hydroxychloroquine,
dans les différents pays que nous suivions, la plupart des indications thérapeutiques ont continué. C'est-à-dire que les cliniciens, ou bien même parfois dans le cadre de certains essais cliniques, même si la mise en place de l'hydroxychloroquine, de l'utilisation avait fait, il y avait eu des timides débats de scientifiques, de partisans, entre partisans et opposants. Ce que nous avons observé, c'est que finalement, ces recommandations n'ont pas été suivies et que ces effets ont été, les usages ont continué dans ces différents pays-là. Et les résultats de ces essais cliniques qui, à l'époque, ont été mis en place n'ont quasiment pas été diffusés et que les cliniciens, certains cliniciens ont continué à les utiliser. Donc, ça veut dire qu'in fine, finalement, à l'heure de la mondialisation des échanges, on l'a dit tout de suite, on est dans une situation d'une pandémie avec l'utilisation des réseaux sociaux. Parfois, les propos, les polémiques scientifiques du Nord sont également entendus dans les pays du Sud. Et or, dans ces pays du Sud-là, ils ne disposent pas des outils de régulation, de surveillance qui sont susceptibles de pouvoir contrôler ces usages médicaments. Et donc, on voit ici un exemple d'écart de gouvernance, des dispositifs de gouvernance entre les pays du Sud et les pays du Nord. Or, et pourtant, si en amont, il existe des comités nationaux d'éthique dans la plupart des pays, par exemple, il faut savoir que pour le Sénégal, l'usage du Covid organique qui a été utilisé à Madagascar, comme dans le cadre d'un essai clinique, le Conseil national d'éthique de la recherche dont je fais partie n'a pas autorisé la mise en place de cet essai-là. Donc, les dispositifs de régulation et de gouvernance en amont des recherches cliniques sont plus ou moins, et en tout cas pour le Sénégal, ce comité national d'éthique de la recherche est assez vigilant sur ces aspects-là. Mais le problème qui se pose en aval, c'est vraiment tout le dispositif de surveillance, de régulation, d'approvisionnement, l'existence d'un médicament de la rue qui est extrêmement puissant et difficile à réguler, qui font finalement les effets de l'usage d'un médicament controversé qui fait la publicité à grand coup de controverse par des effets assez malveillants dans les pays du Sud. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment cette notion d'autoritarisme biomédical. Donc, il faut savoir que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal, le caractère exceptionnel de l'épidémie de Covid-19 a légitimé dans la plupart des pays l'extension des pouvoirs juridiques, sanitaires et sociaux, qui ont rapidement été mis à profit par les autorités politiques pour aussi renforcer le pouvoir et propre pouvoir. Et au début de l'épidémie, on a entendu les mots de guerre sanitaire, on a entendu les mots d'un chef de l'État qui se présentait un peu comme... Et il faut savoir qu'il y a eu une alliance entre les autorités politiques et les acteurs biomédicaux, avec une très grande communication et une prise de parole présidentielle très forte et précoce qui a dominé l'espace médiatique et aussi donné le ton d'un traitement politique de l'épidémie. Par exemple, l'usage de la chloroquine comme médicament africain avec nos réalités a été légitimé jusque par le président de la République du Sénégal. Et donc, finalement, on est assisté dans ces pays-là à des formes de leadership qui ont teinté de nationalisme. C'est clair que, de mon point de vue, hier, un de vos collègues, il pensait que les recommandations de l'OMS n'étaient pas contestées dans les pays du Sud, mais qu'elles faisaient plus du professeur Delfrécy qui parlait de la mise en place d'une gouvernance scientifique, de la nécessité d'une gouvernance scientifique à l'OMS, et plutôt un problème dans les pays du Nord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce que nous avons observé dans le cadre de nos recherches, c'est que, au contraire, pas forcément de l'OMS, mais de l'OMS, de tout. Voilà, je voudrais juste terminer mon propos sur 2 points. Donc, j'étais en train d'expliquer en fait la force de cette forme d'autoritarisme politique et biomédical. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, in fine, Covid a reproduit ce qu'on a vu avec le VIH autour des traitements alternatifs,
avec les réseaux sociaux, avec une très grande force et une très grande rapidité. Et je voudrais aller sur le point de l'héritage des communautés, et notamment tout ce qui a été l'héritage du VIH. Donc, dans le Covid globalement, pour faire très court, dans la plupart des pays, les acteurs communautaires sont utilisés, impliqués comme des auxiliaires de santé sous tutelle des biomédicaux. Et le modèle des communautés encadrées par une société civile forte, autonome, qu'on a connu dans le VIH, avec des patients experts écoutés et ayant une certaine autonomie vis-à-vis des acteurs sanitaires, dans le cadre qu'on a connu, c'est effrité. Et la plupart des acteurs communautaires étaient là, ont été mobilisés par les autorités sanitaires pour vaincre les résistances des populations vis-à-vis des mesures restrictives contre le Covid ou pour surmonter les stations vaccinales, mais vraiment pas vraiment cette société civile-là qu'on a connue dans le cadre du VIH. Et au Sénégal, c'est pour ça que, par exemple, nous avons observé au Sénégal une nouvelle forme de mobilisation communautaire qui, elle, s'est formée pendant le Covid, qui est basée sur une approche citoyenne avec un volontariat et qui a développé une certaine autonomie et qui a mis en place un dispositif de critique de la gouvernance sanitaire. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez neuf que nous avons pu étudier et ce mouvement-là a été mis en place par une association entre des députés, des experts de la santé et basé finalement sur des approches assez proches du volontariat communautaire, de ce qui peut être qui peut être connu dans les pays du Nord. Et qui a continué après le Covid, notamment après, il y a eu quelques semaines, on a eu un gros problème avec des difficultés de femmes décédées en couche. Et vraiment, ce mouvement né pendant le Covid a affirmé une certaine autonomie et une certaine critique gouvernementale au plus haut point, en allant jusqu'à l'Assemblée nationale pour poser des questions et demander l'ouverture d'une enquête parlementaire, ce qui est assez nouveau dans le cadre du paysage communautaire. Donc, je voudrais vraiment terminer sur ce point, c'est qu'in fine, ce qu'on se rend compte, c'est que l'épidémie de Covid révèle que dans des situations d'incertitude et d'urgence sanitaire, nous avons des similitudes autour des premières réactions dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud pour s'accrocher à une forme de thérapie alternative ou thérapie miracle telle que l'hydroxychloroquine. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'in fine, c'est après qu'on a des inégalités, que les inégalités des dispositifs de régulation et de protection contre les risques de malfaisance de thérapie inappropriée sont beaucoup plus puissants au nord qu'au sud. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation avec multiplication de l'accès aux réseaux sociaux. Et en Afrique, notamment, en Afrique, il faut savoir que les réseaux sociaux sont des espaces d'exercice de la démocratie lorsque les gens ne peuvent pas parler à la radio, à la télévision ou dans des partis politiques, ils parlent dans les réseaux sociaux et rappeler aussi aux acteurs du Nord que lorsqu'on parle à Paris, lorsqu'on est un expert qui parle à Paris, à New York ou dans n'importe quel pays du Nord, grâce à cette multiplication de l'accès, on est entendu jusque dans les contraintes les plus lointaines. Or, les dispositifs qui peuvent protéger ces citoyens, s'ils existent dans ces pays, sous quelque forme que ce soit, ils n'existent pas forcément dans les mêmes pays, dans les pays du Sud. Je pense qu'il doit y avoir un travail de compréhension de ces enjeux éthiques-là qui doivent de risque, je dirais, de ruissellement, hein, pour parler d'une théorie un peu à la mode, en tout cas de diffusion de ces informations aux effets plus négatifs dans les pays du Sud, et que ces enjeux éthiques-là doivent pouvoir faire l'objet de discussions dans les instances sanitaires internationales et au niveau global. Voilà, merci. Je crois que c'est très ramassé. Je vous remercie pour votre attention et je reste ouverte pour d'éventuelles contributions. Oui, merci beaucoup, Koudia. Vous entendez sûrement les applaudissements. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Il y a une chose qui nous manque, c'est que lorsque la connexion s'est délitée, vous étiez en train de tenir des propos sur l'OMS et on n'a pas très bien compris ce que vous avez dit sur l'OMS. Comme on a Sylvie Briand avec nous, c'est pas inintéressant d'avoir de votre part que vous nous répétiez ce que vous disiez sur l'OMS avant la coupure tout à l'heure. Voilà, en fait, j'étais en train de dire que ce que nous avons vu hier, nous avons entendu parler, nous avons entendu un débat autour
de l'écoute qu'on pouvait apporter à l'OMS et notamment de certaines critiques sur la mise en place d'un comité scientifique ou globalement comment l'OMS était perçue dans les pays. Mais ce que nous avons observé lors de la crise du Covid, c'est que finalement les populations et les systèmes de santé ont été assez méfiants vis-à-vis des recommandations de l'OMS et dans plusieurs pays, voilà, les collègues ont eu du mal parfois à même avoir accès aux données des pays. Ils devaient attendre qu'il y ait une autorisation officielle pour pouvoir pour pouvoir avoir accès aux données et que finalement c'est une forme de nationalisme de la réponse où les ministères de la Santé ont parfois été les seuls maîtres d'œuvre et n'ont écouté que d'une oreille assez distraite parfois les recommandations de l'OMS et que les populations elles-mêmes ont été très réticentes vis-à-vis même de ces recommandations. Et même les professionnels de santé, je donnais l'exemple de la diffusion des recommandations de l'OMS qui ont déconseillé l'usage de l'hydroxychloroquine. Ce sont même des professionnels de santé qui ont pris la parole pour dire non, ça n'engage que l'OMS, que nous considérons que ça marche, c'est les seuls médicaments dont nous disposons, donc nous allons les utiliser. Je pense que c'est quand même assez inédit et il faut savoir aussi les entendre parce qu'il y a il y a eu autour de cette épidémie des approches de souveraineté parce que bon, le monde a changé et aujourd'hui, les pays revendiquent aussi une certaine autonomie dans la gestion sanitaire. Je crois que tout ceci doit être entendu et doit faire aussi l'objet de discussions et d'échanges sur aussi le fonctionnement de l'OMS. C'est clair. Merci. Merci beaucoup, Koudia.